Et bonjour à toutes et à tous, on revient de l'Open avec la team et j'ai eu la chance de réussir à finir 43ème avec 7 victoires, 2 défaites et une draw. C'était un événement vraiment très cool et j'ai joué un deck assez particulier. Vous l'avez sans doute vu à la miniature, il s'agit de Tempai Assaut de l'air. Je reviendrai un peu en détail sur le tournoi après, mais on va pas perdre de temps et tout de suite rentrer dans la liste. Alors du coup, pour commencer, évidemment, avec l'engine boring, on joue 3 Peidra, 2 Genroku, 1 Chundra, 1 Fadra, et pour la line-up des MP, on joue toutes les one-off. Globalement, l'engine s'est beaucoup fait hit à travers les différentes banlists, et se pose pas mal la question pour la consistance de jouer 2 Peidra et 3 Genroku, ou inversement. Personnellement, j'ai choisi d'aller avec 3 Peidra plutôt que 3 Genroku pour la simple et bonne raison que ma norme, c'est Peidra. Je veux que Genroku soit mon extender, et donc dans la plupart des situations, on veut éviter de les piocher ensemble. Globalement, les ratios étaient très bons, vous verrez, il y a pas mal d'accès à l'engine avec le reste du deck, et donc le fait d'avoir un nombre de cartes d'engine assez faible n'est pas trop un problème. Globalement, elles étaient plutôt fortes dans le format et ont su trouver des OTK un petit peu comme ce qui était censé se dérouler. Ensuite, avec ça, on joue du coup notre petit side engine, la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. On joue Engage, Encre-Veuve, Post-Combustion et Drone Frelon. Le package Striker est particulièrement bon dans ce deck, et ce, notamment parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que Engage et Drone Frelon sont des one-card Tempai, et transforment assez rapidement votre Kagari en Ita, puis en Transcendent Dragon, OTK, PTSD, tout ça. Globalement, les cartes permettent à la fois d'être plus consistants avec l'accès à l'engine, mais aussi d'aller chercher du draw power pour trouver du non-engine, et de trouver des options pour casser les boards. Encre-Veuve et Post-Combustion étant des cartes très correctes, j'ai trouvé dans le format, donc vraiment pas déçu de les avoir rentrées. Je pense qu'il faut pas rentrer plus de cartes magie Assaut de l'air, parce qu'on préfère quand même toucher Engage que les autres, mais globalement c'était des ratios très fine. Avec ça, on arrive ensuite sur le non-engine, à commencer par nos cartes de draw power avec Upstart et Chicken Game. Chicken Game est là pour avoir une deuxième target à terraformation dans les situations où on a déjà Sangen Summoning. Le fait de les jouer toutes les 4 fait qu'on joue virtuellement à 36, ce qui est important dans un deck qui s'est fait limiter pas mal de cartes. Ça permet aussi de facilement augmenter le nombre de magies au cimetière, ce qui est vraiment intéressant avec la partie Striker. Et généralement, quand votre adversaire vous voit commencer avec Upstart, il sait qu'il se passe quelque chose de bizarre, et ça crée tout de suite des situations marrantes. Les gens ont tendance à oublier que sur Chicken Game, il y a quand même cet effet passif de le joueur qui a le moins de points de vie prend pas de dégâts. Ça peut s'avérer clutch dans les situations où l'adversaire est pas au courant de l'effet, mais sinon globalement ça sort pas souvent. Ensuite, on joue évidemment les cartes tactiques, à commencer par 3 copies de poussée et une copie du talent. Pour le coup, la limitation de talent fait mal à ce deck. Elle fait mal à ce deck parce qu'on avait l'habitude d'en jouer 2 voire 3 copies, puisqu'il s'agissait de la meilleure carte dans ce deck pour gérer les end-traps dans les mains de l'adversaire. La plupart du temps, lorsqu'on avait déjà claqué un board breaker et forcé une interaction de l'adversaire, TTT nous permettait de retirer de la main adverse la end-trap qui faisait chier notre engine. Maintenant, c'est compliqué puisqu'on en a plus qu'une. La carte reste excellente, donc on la joue tout de même, mais vous verrez, j'ai un petit remplacement pour qui est assez sympa. Et sinon, évidemment, on joue 3 Thrust puisque la carte est extrêmement flexible dans le deck. Elle vous permet d'accéder à la fois à votre main engine avec Terraformation, à votre package Striker avec Engage, et à n'importe quelle carte de votre non-engine, dont Talent. Absolument primordial, ne serait-ce que pour la consistance. Et ensuite, du coup, pour remplacer les 2 TTT manquants, je joue 2 copies de Sales Ban. La carte a été un VIP absolu pendant l'événement. Je savais que la carte, en théorie, allait être bonne, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte. Ce qui est intéressant avec Salesban, c'est que lorsque vous regardez votre main et que vous avez déjà board break un petit peu l'adversaire, si vous savez que votre engine meurt sur une end trap en particulier, vous pouvez tout simplement la call avec Salesban et jouer tranquillement. Dans les scénarios où vous avez déjà beaucoup d'engine mais pas de quoi board break, vous pouvez l'utiliser pour board break parce que c'est un excellent board breaker. Salesban call détonateur contre Ryzil, c'est super fort. Salesban call compilatrice contre Malice, c'est aussi super fort. Donc vraiment, la carte était très intéressante. La seule faiblesse de la carte étant que dans les situations Go First, elle est un peu claquée. Sinon, globalement, en Go Second, elle était vraiment très très bonne. Ensuite, on arrive sur les board breakers et ce deck, on joue pas mal, à commencer par 3 Ultimate Slayer, 2 Lightning Storm, 1 Plumeau, ainsi que 3
Gouttelette de l'interdit. Cette line-up était très solide dans l'ensemble. Ultimate Slayer était un peu un no-brainer, tout le monde sait que c'est un peu le meilleur board breaker du format, surtout que dans ce deck on a vraiment de la place dans l'extra, donc on peut jouer un tas de targets. La carte s'est avérée particulièrement bonne, notamment contre les nouveaux decks entre guillemets qui sont ramenés un petit peu plus dans le format depuis la dernière liste, en particulier Blue Eyes. Lightning Storm et Plumeau pour moi sont mandatory dans la liste, puisque la chose avec laquelle ce deck a le plus de mal à deal, c'est les backrows. Vous avez déjà un deck qui gère très très bien les interactions sur le terrain. Si vous pouvez en plus gérer les magies pièges, vous êtes vraiment tranquille. Le fait que vous puissiez aller chercher ces cartes avec Thrust fait que dans certaines situations, vous pouvez vraiment dégager l'entièreté du board adverse. Donc très intéressant. Et Droplet, qui est le board breaker le plus flexible du deck. Main deck, elle vous permet à la fois de dodge des Imperm, des Veilers, des effets qui ciblent quelconque, sur vos Norn Pydra, sur vos Spekagari, tout en remontant les boards. Et en Go First, vous pouvez tout simplement la set pour l'utiliser comme une interruption. Le fait que la carte puisse se faire en damage step est aussi très important dans un deck comme Tempai. Et globalement, j'étais très heureux de cette line-up de board breaker. Elle a fait son taf. Ensuite, pour la dernière magie du deck, on joue un Call by the Grave. Bon, alors elle, c'est la carte Unfair. L'objectif avec elle, c'est de détruire psychologiquement l'adversaire. Call by, c'est une carte qui est particulièrement broken dans ce deck spécifiquement. Pourquoi ? Parce que généralement, le board adverse ne va rien vous faire. Et les seules choses avec lesquelles vous allez interagir vont être les end traps de votre adversaire. Et donc, si vous avez Call by en main, vous êtes plutôt bien, hein. Surtout que ce deck ne prend pas toutes les end-traps, il prend spécifiquement H et Droll, donc tous les Fuva, Nibiru que votre adversaire rentre, ce sont juste des briques face à vous, ce qui fait que Call By peut vraiment hit une seule end-trap et changer la partie. Elle peut parfois être utilisée comme board breaker, en particulier contre les decks Finsmith, et globalement toutes les parties où je l'ai touché, je les ai gagnées, donc rien à dire. Et enfin, je joue une seule end-trap dans le main deck, c'est Dominus Impulse en 3 copies. Alors pourquoi Impulse ? Avant la précédente banlist, je jouais les Metaltronus main deck et les Impulse dans le side. J'ai décidé de les swap parce que depuis cette banlist, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs decks qui sont un petit peu plus ramenés dans le format. Je pense à Blue Eyes, je pense à Memento, je pense à Crystron. Ce sont des decks qui ne prennent pas trop Metaltronus, en tout cas en particulier dans des situations de go second, et donc il fallait que je trouve une carte pour la remplacer, et je trouvais que la shift avec Impulse était une bonne idée, puisque la carte agit comme un bête de board breaker contre pas mal de decks. Je pense à Blue Eyes notamment, vous pouvez empêcher le Spirit de tag out. Face à Crystron, vous pouvez empêcher le Tristaros de spé du deck. Face à Memento, vous pouvez empêcher la magie rapide de se résoudre. Et si vous la touchez en Go First, et que vous connaissez bien les choke points des différents decks, vous pouvez juste trade avec certaines end-board pieces. Je pense notamment face à Finsmith, où vous pouvez empêcher Desira de toucher le board, et donc empêcher l'adversaire d'avoir accès à une Omni-Negate, ce qui, face à un deck qui joue quand même genre à peu près 30 magies, c'est quand même pas trop mal. Donc vraiment, Impulse très solide. Le fait que la carte soit aussi posable avec Thrust la rend encore meilleure, en particulier dans les match-up Malice où on vous donne la main, donc vraiment très heureux de l'avoir passé main deck. Ensuite, l'extra deck, vous allez le voir, on n'invoque pas grand chose de notre extra deck, énormément de targets, Slayer et Metaltronus sont là, ça n'empêche qu'on joue quand même des cartes d'engine, à commencer par les très méchants dragons, aka les deux Biden, Transcendent et l'Hydre Dragon. Ce sont les seuls synchros que l'on invoque dans ce deck. Par le passé, on avait tendance à avoir une toolbox synchro bien plus large. Le fait est que le deck a perdu tellement de name et d'engine que on se retrouve assez peu à faire les autres synchros du fait de notre grind game un peu faible sur la partie Tempai. Ceci dit, j'ai jamais senti que je manquais des autres synchros parce que le deck est build de façon à pouvoir déjà gérer toutes les situations que cette toolbox synchro apportait à l'époque, c'est-à-dire du board breaker, gérer des options chiantes sur le terrain adverse, et j'ai jamais vraiment manqué de synchro à invoquer durant l'event. Et évidemment, Hydro Dragon, à chaque fois qu'elle touche le field, votre adversaire abandonne, donc vous êtes bien. Vraiment, la line-up était suffisante. Ensuite, pour la partie striker, on joue une Kagari, la carte la moins respectée de tout l'événement. Ce qui est vraiment intéressant avec le package Striker, c'est que si vous commencez par activer vos cartes Striker, l'adversaire ne sait pas encore exactement ce que vous jouez. Il peut s'attendre soit du Malice Sky, qui est une option un peu niche, soit du Tempai Sky, soit à la rigueur du Striker classique. Le fait est que l'adversaire a souvent peur que vous développiez un autre engine derrière, et donc va très souvent laisser la partie Striker se résoudre, sauf que la partie Striker génère énormément d'avantages dans ce deck, et du coup, les Kagari sont pas respectés. Et quand votre adversaire les negate et que vous avez déjà accès à l'engine, généralement vous gagnez la partie là-dessus.
Le fait qu'on joue Kagari dans l'extra nous permet d'avoir des hit line. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Engage est un one card de Tenpai combo, et ce en partie grâce à Kagari, mais aussi vous permet d'accéder à des lines princesses, puisque le package striker vous permet de générer plein de body, et dans certaines situations, pouvoir revive un Tenpai du cimetière, notamment au grind game, peut s'avérer très important. Donc définitivement heureux de la jouer. Je jouais Zik avant, ou Zeke pour les intimes. J'ai décidé de la cut pour avoir encore plus de targets à Metaltronus et Slayer. J'ai pas eu de situation où j'aurais voulu invoquer la carte, donc j'étais pas trop triste de l'avoir cut. Ensuite, pour le reste des liens que l'on invoque, je joue un Striker Dragon, une Ita, un Seal et une Princesse. Donc plutôt standard, hein. Seal est un véritable FTK dans ce deck, en particulier face au deck Light et Dark. Je pense à Malice et à Finsmith, puisque vous le verrez plus tard dans le side, mais on joue Koakimeru dans ce deck, et tout simplement Seal est la seule endboard piece intéressante que vous pouvez faire avec ce deck. Le reste des liens, comme je l'ai dit, Ita pour les lines Striker, Princesse si on a suffisamment de body au grind game. Striker Dragon, lui, est là pour libérer ces zones monstres main dans les cas où on doit faire à nouveau des magies assaut de l'air, plutôt standard, rien à dire là-dessus. Ensuite, on a tout un lot de targets, mesdames et messieurs, à commencer par nos targets Ultimate Slayer. Je joue du coup une pour chaque type d'extra. Encore une fois, c'est plutôt standard. Malong est rentré au dernier moment en sortant Zeke, du coup, pour le match-up Blue Eyes spécifiquement, et j'étais très heureux de l'avoir fait parce que la carte s'est avérée très solide. Il y avait aussi le fait que je m'attendais peut-être à rencontrer des White Forest et que je voulais avoir une bonne target pour les synchros dans cette situation. Globalement, la line-up est très standard. Et avec ça, on a quelques targets pour Metaltronus avec Deto et Desirae. J'avais hésité à rentrer Whitebinder plutôt que Desirae à un moment, mais le fait de pouvoir toucher l'engine Finsmith avec Metaltronus est juste trop fort, donc j'ai gardé Desirae. Détonateur dans l'extra transforme votre Metaltronus en pseudo FTK face à Ryzeal. Ça m'est pas arrivé très souvent de le sortir, mais quand c'est arrivé, ça m'a tout simplement fait gagner la partie, donc zéro galère. Enfin, le side deck. Probablement la partie de la liste qui est le plus améliorable. Ceci dit, le side était plutôt solide. À commencer par des N-Trap, on joue 3 Lancea et 3 Droll N Lockbird. Déjà que le deck joue que Impulse dans le main, je ne pouvais pas rentrer des N-Trap à low impact. J'étais obligé de rentrer des N-Trap avec un impact élevé, et pour moi celle qui en avait le plus dans le format, ce sont ces deux-là, à la surprise de personne je pense, hein. Lancea est tout simplement un FTK contre Malice et contre Crystron. Droll, lui, a aussi plein d'applications contre les decks Ryzeal, en particulier Ryzeal Pure et la variante Mitsurugi, mais aussi contre Blue Eyes et Mermail, donc décidément des N-Trap très intéressantes à rentrer. À chaque fois que je les ai touchées dans les match-ups dans lesquels j'ai sidé, elles m'ont soit permis de gagner la partie, soit de temporiser suffisamment jusqu'à pouvoir potentiellement trouver des létales, ce genre de choses. Donc très intéressante, et pour moi mandatory dans tous les sides si vous les jouez pas déjà. Ensuite, un Koakimeru Dragon. Lui, c'est vraiment la carte qui vous fait sourire mais qui fait grimacer l'adversaire. Le Koakimeru Dragon vous permet de remporter à peu près tous vos match-up Light Dark, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je m'attendais à rencontrer du Malice. À chaque fois que j'ai sorti la carte contre Malice, ça m'a remporté la partie. Je m'attendais à rencontrer des variantes Finsmith, White Forest, tout ça. Globalement, dans ces situations-là, Koaki était très très chaud. En particulier parce qu'avec ce deck, vous avez une très bonne game 1. Vous vous retrouvez assez souvent dans cette situation où vous savez pas si votre adversaire va vous laisser la main ou si vous allez go second. Et le fait de pouvoir juste rentrer un Koakimeru pour améliorer votre go first rend la carte très très bonne. Donc décidément obligatoire à jouer. Avec ça, on joue quelques board breakers magie rapide pour pouvoir remplacer nos board breakers jouables uniquement en go second. Typiquement pour la situation dont je viens de parler, celle où vous savez pas si vous allez jouer premier ou deuxième. Book of Eclipse s'est avéré vraiment très solide pendant tout l'événement, en particulier face à Ryzeal, hein, évidemment. Metaltronus dans les match-ups où la carte était bonne était aussi phénoménal. Donc rien à dire de plus là-dessus, les cartes étaient très solides. J'ai pas souvent vu Metaltronus pendant l'event, j'aurais aimé plus la voir, mais j'ai souvent vu Eclipse et la carte était vraiment bonne. Enfin, on joue 2 targets à Thrust à travers Barrier Dim et DDG. L'objectif, encore une fois, ici, est de juste pouvoir rentrer une seule carte dans notre deck qui améliore de façon très significative notre go first. Pour le coup, j'ai pas sorti des DG de l'événement parce que je ne suis pas tombé sur un seul deck Finsmith Control, malgré le fait que je m'attendais à en croiser. Barrier Dim, elle, est rentrée à plusieurs reprises. Globalement, j'ai pas souvent eu l'opportunité de les set avec Thrust parce que
bah au final assez souvent les gens ont quand même pris la main face à moi, ce qui m'a pas mal étonné. Le fait est qu'elles sont là pour respecter la situation où fait go first, et rien que pour ça, pour moi fallait les jouer. Peut-être y a-t-il un remplacement potentiel pour ces cartes. C'était tout du coup pour la partie profile. Concernant l'événement, j'ai rencontré des decks relativement standards, des choses auxquelles je m'attendais. J'ai rencontré 4 Malice, 2 Ryzeal, 1 Mermail et 1 White Forest Finsmith. Les deux parties que je perds sont face à Blue Eyes et Malice. Et je finis par draw au round 10 contre un Ryzeal Finsmith. Globalement, l'événement s'est bien passé. J'avais peur que le deck s'inscrive dans un format qui lui soit pas forcément profitable, mais finalement, bah, ça s'est très bien passé, j'étais très heureux de la liste. Un grand bravo à toutes les personnes de la team qui ont participé, et en particulier à Jules, dont je vous invite à aller voir sa profile qui est aussi sur la chaîne. Et puis voilà, on a hâte de vous retrouver pour le CDF ou peut-être pour le CDE. Puis d'ici là, portez-vous bien.